So, what do you do? Are you an artist? I don't know about all that. Maybe you can tell me. I see you too. I have a surprise for you. Help me! Please don't scream. You're so beautiful. Donc avec nous ce soir Alexandre Aja qui est le producteur, je vous demande de l'applaudir évidemment. J'appelle aussi Laura Arnaud-River que vous allez pouvoir à l'écran. La de musique, Rob. Bonsoir tout le monde. Eh bien je vais poser ma première question. Alors, première question pour Alexandre, en fait je voudrais que tu essaies de plonger un petit peu dans tes souvenirs et que tu nous dises quand tu as découvert le Maniac original et comment ça s'est passé et surtout quel choc ça a provoqué chez toi en tant que, je suppose, jeune cinéphile. J'étais un peu petit quand le film est sorti, l'original. Je devais avoir 2-3 ans, donc c'était un peu tôt. Premier souvenir de Maniac, c'est, je pense, pour beaucoup de gens de ma génération, c'est la pochette d'une cassette vidéo dans un vidéoclub. Ouais. C'est-à-dire une affiche, un visuel qui était vraiment marquant, qui était très fort, qui était extrêmement violent. Un scalp d'une femme dans une main, le couteau dans l'autre, le jean, bref, tout ça. Et donc ça a été plus une sorte de, comme beaucoup de classiques de l'horreur, une sorte de film que tu ne pouvais pas voir avant un certain âge. Donc avec Greg, mon meilleur ami et collaborateur de toujours, on a vu le film quelques années plus tard. C'était la fameuse collection René Château Vidéo, les films que vous ne pouvez pas voir à la télévision. Exactement. Moi, je n'avais jamais entendu parler de Maniac, et pourtant, je suis une grande fan des films d'horreur. Voilà, quand Alexandre Aja m'a appelé pour me proposer le rôle, j'étais folle de joie parce que ça fait longtemps que j'ai envie de travailler avec Alex. Et j'ai rencontré Franck Calfoun qui a réalisé le film. Et donc voilà, c'était un rêve d'enfant de faire un film d'horreur. Voilà. Et du coup, tu as vu le film original Et j'ai pas vu le film original, je voulais pas le voir. Et par contre, maintenant, ayant vu le film, je serais ravie de le voir, par curiosité, en tout cas. Moi, c'est exactement comme Alex, en fait. C'était un souvenir, une sorte de flash interdit, comme ça, de vidéoclub. Et pareil, j'avais pas vu le film avant de travailler dessus. Je l'ai vu en préparant la musique et tout ça. Et ouais, assez marquant. Ouais. Et la BO du film original, qu'est-ce que tu en penses en fait? Elle est magnifique, elle est très belle. Je crois que l'idée de faire une musique, on va dire, très nostalgique, très mélancolique, très sensible, qui nous permette de rentrer le plus possible en emphase avec notre pauvre héros, était déjà dans l'original. Donc dans l'original, il y avait beaucoup de flûte à bec, il y avait, voilà, à chaque fois qu'il y avait des scènes d'enfance, tout ça. Bon, il y avait évidemment toujours les mêmes procédés d'angoisse, de sons stridents, de choses comme ça. Mais l'idée originale et la plus belle, c'était d'amener de la beauté dans cet univers dégueulasse. L'original, c'était cette empathie, malgré l'horreur qu'on voyait à l'écran, cette empathie pour le personnage qui va avec la musique, mais aussi avec la prestation de Joe Spinell. Et c'est vraiment ces éléments-là qui ont été les plus importants quand on a abordé l'écriture et puis la mise en production de ce film, de ce nouveau film. Est-ce que c'était quelque chose qui était pensé dès le départ, que de choisir un acteur qui justement s'éloigne le plus possible de Joe Spinell? Parce que je pense que si tu prends Joe Spinell et que tu mets Elijah Wood à côté, on peut quasiment pas faire plus différent, quoi. En effet, c'est d'ailleurs ce qui a le plus surpris Elijah quand on l'a approché pour le rôle. Elijah est un grand fan de cinéma de genre et d'horreur, et quand il a entendu parler d'un remake de Maniac et qu'on s'intéressait à lui, il n'a pas compris. Il s'est dit qu'est-ce qui se passe? C'est absolument pas le profil, parce que bon, pour ceux qui connaissent l'original, c'est une évidence. Pour ceux qui ne connaissent pas, le personnage de Frank Zito dans l'original est une sorte d'énorme brute qui est joué par Joe Spinell, qui est vraiment le contraire, qui est vraiment un ogre par rapport à Elijah. Et l'idée, c'était vraiment, en fait, elle est venue quand on s'est, comment dire,
posé sur l'écriture. On est revenu à la mythologie du film de William Lustig, comment l'histoire de Frank Zito, et on a commencé à imaginer et à essayer de combler un peu les trous de narration qu'il y avait dans l'original qui était quand même un film assez improvisé, qui s'est fait un petit peu en se tournant, on va dire. Et donc on a, en développant le personnage, on s'est rendu compte que finalement, l'idée derrière Frank, c'était plus un Norman Bates de Psychose que justement que le Joe Spinell de l'original, qui avait un côté plus romantique, plus, plus désespéré, dans ce désir d'être aimé et cette rage de ne pas l'être, qui allait plus avec un personnage qui pourrait disparaître plus facilement dans la foule, qui pourrait être beaucoup plus, invisible. Et puis d'ailleurs, ça permet aussi de remédier quelque part à une des faiblesses, si je puis dire, du film original, qui était cette fameuse, la relation entre Joe Spinell et Caroline Munro, qui était difficilement crédible, en tout cas pour ceux qui ont vu le film, je pense que de quoi je veux parler, où on avait vraiment affaire à une espèce de goro dégueulasse qui tombait amoureux d'une espèce de princesse un petit peu improbable. Ouais, le film. Tu aurais vu l'original, parce que je pense pas que tu serais... Ouais. Quels étaient les pièges dans lesquels tu voulais absolument pas tomber et éviter justement à ton personnage de ressembler peut-être trop à un stéréotype, à des archétypes en fait. Dès le départ, il m'a proposé un personnage qui se bat, qui c'est une artiste, elle a envie de défendre défendre son travail, et donc c'est pas du tout un personnage qui subit en fait. Et c'est ça que j'ai trouvé intéressant en fait. Et donc la question c'était quels étaient les pièges en fait dans lesquels toi, en tant qu'actrice, tu voulais pas tomber par rapport justement à tous les stéréotypes qu'on a des femmes dans les films d'horreur. Le personnage était là à l'écriture, à la lecture du scénario. Donc quand on a un personnage où il y a une vraie évolution, plusieurs facettes à explorer en tant qu'actrice, c'est la lecture, c'est la rencontre avec Franck, avec Alexandre. Donc voilà, c'est un travail d'équipe. Je me suis pas forcément posé cette question-là. Il y avait une approche du personnage par le subjectif, justement par le fait que le film entièrement est un point de vue subjectif, qui allait évidemment influencer la manière dont les acteurs allaient jouer, parce que c'est pas une évidence, on l'a déjà oublié, mais c'est vrai que de jouer en regardant la caméra, c'est quelque chose de très particulier qu'on ne fait jamais. Et je tiens à dire que Elijah Wood était là tous les jours, il n'était pas obligé. Il était là tous les jours pour me donner la réplique, et ça a été... il était là derrière la caméra, et même malgré qu'il soit derrière la caméra, il faut quand même regarder et jouer avec le public, et jouer donc, finalement avec le public, parce que on s'adresse évidemment aux gens qui sont derrière cette caméra, ou en tout cas qui vont regarder ce film. Et ça, à mon avis, ça amène une manière d'appréhender un personnage qui est très différente, parce qu'on vraiment s'adresse directement à une immersion qui est complète, parce que c'est lui subjectif, justement. Tu as senti qu'il y avait une espèce de une distance entre toi et Elijah, vu qu'une caméra entre vous deux à chaque fois, ça n'a pas posé de problème par rapport justement à des trucs très basiques comme le placement, le regard, tout ça, etc. Ou tu as pu l'oublier en fait au fur et à mesure que le film se déroule. Les premières journées, c'est sûr que c'était un peu bizarre, mais... Les souvenirs qu'il faut regarder. Oui, voilà, c'est ça. C'est très particulier. En fait, il y avait un système, on n'a pas pu se permettre de l'avoir, où on pouvait mettre une projection de quelqu'un sur l'objectif, justement pour regarder la caméra en voyant quelqu'un. Ça, c'était impossible techniquement. Est-ce qu'il y avait des compositeurs de musique de film qui t'ont inspiré et pareil aussi, on sait très bien que la musique de film, notamment la musique de film fantastique, est bardée de pièges, de clichés, que certains compositeurs essayent de contourner. Est-ce que toi, tu as essayé d'en contourner certains? Je t'entendais parler de stéréotypes et comment faire pour éviter de tomber dans les pièges des stéréotypes, mais n'est-ce pas un exercice encore plus intéressant que de jouir des stéréotypes et de les embrasser et d'essayer de les transcender, d'en faire un truc formidable? C'est moi, le truc qui m'a fait le plus jouir en travaillant sur ce film, c'était parce que moi qui suis quelqu'un de très sensible et qui compose une musique très romantique, c'est pour ça que je pense d'ailleurs qu'Alex m'a appelé, et donc j'étais moi-même, comme Elijah, très surpris d'être appelé pour travailler sur ce genre de choses, mais justement, pour moi c'était formidable, avec ma sensibilité,
de jeunes filles, de me plonger justement voilà, à leur place. Et du coup, c'est ça, moi, qui m'a vraiment passionné là-dedans. Et pour répondre à ta question, on a juste évoqué Moroder, un petit peu, pour justement l'utilisation très électronique, mais toujours très mélodique et avec, comment dire, très romantique, quoi. À l'extrême, presque kitsch, et c'est ça qui était c'est vraiment... On va hésiter à vraiment, si possible, avoir envie de pleurer, non pour les victimes, mais bien pour le maniaque, quoi. C'était ça, en gros. Enfin, moi, c'était mon rêve, c'était ça, quoi. Comment s'est passé en fait, votre rencontre? C'est toi, Alexandre, qui a appelé Rob? Comment ça s'est... Tu connaissais déjà son travail en amont ou, Ça a été, comment dire, plusieurs personnes en fait qu'on avait en commun qui nous ont un petit peu présenté. Et puis c'est surtout son travail sur Belle Épine qui m'avait bluffé. Et c'est vrai que je cherchais pour ce film une couleur qui soit extrêmement loin des clichés du cinéma de genre habituel. Alors, oui, il y en a, et on parlait justement d'utiliser ces clichés et de les pousser à l'extrême, mais en même temps, le cinéma de peur, de genre, récemment, enfin, dans la dernière décennie, c'est plus dirigé vers une orchestration et une musique qui est toujours dans l'illustration, plus que dans l'émotion. Et je voulais vraiment une ça pour revenir justement à cette couleur Moroder, à ce côté extrêmement... comment dire, qui allait dans l'histoire d'amour et qui allait aider l'histoire d'amour plus que juste de créer du suspense et d'attention. Bonsoir, félicitations pour le film. Ce qui m'a frappé, c'est l'utilisation de Los Angeles. Comment on repère des lieux aussi différents, parce que l'aspect craspec du New York, j'ai passé beaucoup de temps à Los Angeles ces dernières années, mais c'est vrai que Downtown, le centre-ville de Los Angeles, c'est un endroit un peu déserté, dans lequel on va rarement, si ce n'est jamais, même quand on est à Los Angeles ou quand on vit là-bas. Et en fait, j'avais tourné une partie de Mirrors dans ces rues. Et bon, c'est vraiment en général utilisé pour faire une sorte de New York un peu vite fait. Et c'est vrai qu'il y a toute une partie, le Skid Row de Downtown LA, qui est un peu la cour des miracles de Los Angeles. Et quand je dis la cour des miracles, je pèse mes mots parce que c'est vraiment exactement ça. Parce que dans l'original, New York est un personnage à part entière. La ville, ça sent la piste, quoi. C'est vraiment très, très dur. Et ce New York-là a disparu depuis pas mal de temps maintenant. C'est vraiment très aseptisé et extrêmement, comment dire, c'est vraiment Disneyland, hein, New York. New York reste une ville formidable. C'est plus du tout le New York de Warriors ou de Maniac. Et donc il fallait trouver un peu l'équivalent ou essayer de le recréer. Et Downtown LA est exactement ce New York-là. C'est un New York où des gens viennent travailler la journée, la nuit c'est abandonné, c'est dangereux. Il y a une sorte de faune très, très étrange. Il y a toute une nouvelle génération d'hipsters qui réenvahissent un petit peu le Downtown. Il y avait quelque chose d'assez intéressant justement sur ce personnage d'Elijah Wood qui est hipster malgré lui, qui vit là-bas, qui est resté dans ce monde-là et qui finalement se mêle dans cette nouvelle génération d'artistes. Comme dans l'original aussi. C'est vrai que la ville c'est vrai que c'est une ville qui est rarement jouée. Alors dans Drive, récemment, ça a été aussi une autre exploitation formidable de Los Angeles, mais c'est une partie de Los Angeles qui est rarement utilisée pour ce qu'elle est, et c'était c'était une évidence. Dès qu'on a commencé à faire des repérages là-bas, il fallait qu'on tourne. C'est un peu comme San Francisco, quoi. Quand la nuit tombe, on a l'impression que vraiment les monstres sortent de terre. C'est-à-dire que tout d'un coup, comme tu dis, quand les gens arrêtent de venir bosser et tout ça, il y a tous les clodos et tous les crackers et tout ça qui sortent. Et c'est vrai que c'est assez flippant. Parce que l'idée, je suppose, c'était évidemment de ne pas retourner à New York, puisque ça servait à rien, vu que maintenant la ville a changé. Mais Los Angeles, ça s'est imposé comment en fait? C'est toi en repérage ou déjà à l'écriture, vous avez envie de tourner? C'est vraiment avec Franck qu'on en arrive à cette conclusion après l'écriture. Lui est basé à LA, en plus lui est basé à LA, et c'est vrai qu'au départ, on pensait faire le film ou à Toronto ou à Montréal pour des raisons économiques. Et puis finalement, on s'est rendu compte qu'il y avait peut-être un moyen justement de le faire
pour un budget à Los Angeles, qui est normalement une ville extrêmement chère, très difficile d'accès, parce que un petit peu usée par les tournages de séries télé, de choses qui n'utilisent pas. Elle est comme Los Angeles, mais pour justement prétendre New York. Il y avait un moyen, avec une équipe un peu réduite, de travailler là-bas. Lorsque j'ai vu votre film avec la caméra subjective et le fait qu'on soit dans la tête du tueur, ça me fait penser à deux autres films, Schizophrénia de l'Autrichien Gerhard Kargel et Seul contre tous de Gaspard Noé. Je voulais savoir si c'était des petits clins d'œil. Oui, il y en a d'autres. En fait, il y a toute une histoire du cinéma subjectif. Mais c'est-à-dire que oui, Gaspard, et puis bon, Enter the Void aussi est complètement fait en vue subjective. Donc il y avait, mais c'était pas cette. En fait, l'influence majeure sur ce film-là pour la vue subjective, c'est un autre film français qui n'a absolument rien à voir avec le genre, qui est La femme défendue de Philippe Arène. Pour ceux qui se souviennent de ce film avec Isabelle Carré, qui est extrêmement différent, mais qui avait justement quelque chose d'assez fort, qui était une immersion dans une histoire d'adultère en vue subjective, sans pour autant tomber dans le tout plan séquence, grand angle, avec en avant, le côté subjectif un petit peu, pas tape à l'œil, mais le côté un petit peu où la forme dépasse un peu le fond, c'est-à-dire le côté un peu qu'on retrouve aussi dans Lady of the Lake, le film noir des années 50 qui est entièrement aussi fait en vue subjective, où c'est un exercice au lieu d'être un élément de narration. Et j'avais vraiment envie de trouver un système où on est en vue subjective, mais on oublie qu'on est en vue subjective très vite dans le film, pour rentrer dans l'histoire avec les personnages, et pas juste se dire tiens comment ils ont fait ce plan-là et comment la technique n'était qu'un élément et pas le but ultime de ce concept. Le choix justement du point de vue subjectif, comment ça s'est imposé? C'était dès l'écriture ou c'était une façon justement pour le moins radical de se démarquer de l'original? C'était pendant l'écriture et c'était vraiment une manière de se démarquer de l'original. C'est-à-dire que j'étais convaincu qu'il fallait trouver un concept, quelque chose qui allait vraiment justifier l'existence d'un nouveau film maniaque, en sachant que l'original était pour moi un classique irremplaçable. Donc j'avais besoin de ce concept, de cette idée, et la vue subjective, qui était aussi, je me souviens d'avoir une réaction extrêmement forte à la lecture de La tueur sur la route de James Ellroy, qui était à la première personne justement, cette immersion dans la tête d'un maniaque, d'un tueur en série, m'a vraiment séduit, je trouvais que c'était quelque chose d'assez nouveau, et puis j'ai aimé aussi le défi, le fait que tout d'un coup, en prenant cette décision, on se coupait de toute la grammaire classique du cinéma d'horreur, c'est-à-dire que normalement, pour créer de la peur, pour créer de la tension, on se met toujours du côté de la victime, il y a des codes un petit peu visuels pour créer ces scènes de suspense, qui là, on n'avait pas le choix, il fallait rester avec lui. C'était plus du tout aussi facile. Le fait de devoir appréhender ces scènes d'horreur d'une manière différente, c'était ça qui était stimulant quand on fabriquait ce film. Et puis quelque chose qui fonctionne très bien et qui est en partie dû, je pense, à la direction d'acteur, c'est la voix d'Elijah Wood, qu'on entend très souvent et qui a une espèce de timbre complètement hallucinant. Et ça aussi, au niveau de la direction d'acteur, je suppose que Franck a insisté justement sur le travail de la voix d'Elijah, qui a une voix à la fois douce, inquiétante, enfin c'est quelque chose d'assez saisissant. Donc je ne sais pas comment ça s'est passé au niveau de la direction, en tout cas de... Mais Elijah a vraiment une vue sur ce personnage très forte. Il a pris le scénario, il était là du matin au soir, tous les jours, pendant tout le tournage. Il a vraiment amené à son personnage. Il avait vraiment une vue. Il y a eu un travail évidemment de collaboration avec Franck et avec moi. Mais il avait une idée très précise de ce qu'il voulait faire. C'est vraiment quelqu'un qui s'est impliqué et qui en a fait son film, son personnage. Et des suggestions, Nora, que tu as faites à Franck et à Alexandre par rapport à ton personnage, des idées que tu voulais apporter justement? Certainement, mais je me souviens plus. Non,
Non, c'était. Moi, je me souviens d'un truc dont on a parlé au départ, qui était la tendance habituelle dans les films comme ça, en point de vue subjectif, où les gens regardent dans les yeux en permanence. Ça peut qui va surjouer, quoi. Voilà, ce qui n'est pas le cas dans la vie. En général, on ne regarde pas les gens dans les yeux tout le temps. Il y a des allers-retours comme ça. Et c'était quelque chose d'assez important dont on a parlé, je me souviens, tout au début. Mais bon, ça a été un tournage court parce qu'on l'a fait en 23 jours. Mais c'était quand même un des tournages les plus stimulants sur lesquels j'ai été, dans le sens où chaque jour c'était des défis. Les journées étaient trop courtes, comme à chaque fois. Et puis il fallait trouver, il fallait de l'innovation. C'est vraiment un truc où on était en permanence en train de chercher l'idée qui allait rendre la scène un peu différente. C'est quoi la scène la plus difficile que tu as eu à tourner, Laura? Une scène qui a vraiment, je ne viens pas jusqu'à dire poser problème, mais qui a été vraiment peut-être compliquée en termes d'acting, justement. Les longues scènes d'anglais, voilà. Ça a été compliqué parce qu'il y avait des monologues comme ça, et il fallait qu'on me comprenne. Et donc j'ai travaillé mon accent, et c'est vrai que ça a été un challenge, parce qu'au départ, il y avait des termes, c'était très compliqué. J'ai oublié ça, c'est vrai que qu'il fallait jouer en anglais quasiment sans accent. On employait des termes techniques sur la photographie, Ouais. Comment tu réagissais quand tu découvrais les images? Est-ce que tu te disais, tu étais une espèce de spectateur privilégié, tu travaillais sur le film, mais tu étais le premier spectateur aussi, tu travaillais à côté? C'est quelque chose que j'appréhendais un petit peu, comme mon entourage appréhendait aussi, à savoir dans quel état j'allais me retrouver en passant mes journées à bosser sur ce type de film. Et en fait, il se crée une forme de tendresse que je ne connaissais pas avant. Comment dire, moi, c'est vraiment comme ça que j'ai composé la musique. Je me suis mis à vraiment essayer d'accompagner ces moments de furie, ces moments de profonde tristesse. Bon, il est complètement fou, ce personnage, hein, on va pas se mentir, il est complètement fou. Et du coup, je me suis autorisé à être sans limite, à regarder. Donc j'ai beaucoup regardé les images. Que j'avais vraiment des déroulés de séquences, donc j'ai pu vraiment me projeter. Bon, j'étais pas du tout dans le rythme du film encore, parce qu'évidemment il fallait. Mais c'était assez agréable, au moins j'avais vraiment la scène du début à la fin, quoi. Et je dois avouer que les scènes qui m'ont le plus inspiré finalement étaient les scènes de scalp, parce que c'est là que je ressentais le plus de tendresse. Oui, pourquoi pas. Moi j'ai dû voir Maniac une vingtaine de fois, si c'est pas plus. Mais je suis mitigée en fait. Voilà, en plus j'ai fait l'erreur de le regarder hier soir. Je m'en excuse. Je pense que j'aurais pas dû. Mais il se dit que l'idée de Maniac au départ de Lustig est partie sur une discussion avec un pote dans une voiture de faire un Jaws en fait en ville. Donc avec ce prédateur en ville. Et la caméra subjective, l'idée de cette caméra subjective m'a fait penser à la caméra subjective dans Jaws, du prédateur qui va sur sa victime. Donc déjà, je voulais savoir si vous avez, cette idée-là, vous étiez inspiré éventuellement de ça, ou est-ce que vous connaissiez le point de départ par rapport à Jaws? Vous connaissiez Non, je savais pas que c'était sur Jaws. Je savais que Joe Spinell avait participé au marketing et des images assez incroyables de Spielberg avec Joe Spinell en train de faire une sorte de truc pour les Oscars, une sorte de clip pour les Oscars où Joe Spinell était avec Spielberg justement pour la promotion de Jaws. Mais non, je savais pas que, mais bon, l'histoire du plan subjectif, elle est du premier plan d'Halloween au voyeur de Michael Powell à Jaws. À l'ouverture du Maniac original aussi sur la oui, page. Bien sûr, exactement. Non, c'est quelque chose qui à chaque fois amène quelque chose. En fait, ce qui est assez étrange, c'est quand on fait un film complètement subjectif, le film suivant est très bizarre parce que c'est très difficile de repasser sur la cinématographie habituelle, classique, où on ne se regarde pas dans la caméra et on n'est pas en subjectif. Et ça a été il m'a fallu du temps pour appréhender le film suivant que j'ai fini de tourner il y a très peu de temps,
pour me démarquer justement de cette vue subjective qu'on avait adoptée avec Maniac. J'ai pas fini en fait. La question aussi, c'est que la sensation que j'ai eue, je me suis posé la question à savoir si le fait d'être constamment en caméra subjective, c'était pas restrictif au niveau des plans, au niveau de l'image, s'il n'y avait pas quelque part peut-être une frustration. Ah bah, ça c'est complètement. C'est une vraie frustration. On a pris une décision au départ, il faut s'y tenir, et c'était mon rôle en tant que producteur d'assister là-dessus, parce que Franck venait me voir quasiment tous les jours pour me dire attends, c'est pas possible, il faut qu'on tourne la caméra et qu'on filme Elijah en train de dire ce qu'il est en train de dire. On ne peut pas juste la voir derrière la caméra en train de parler. Et il a fallu vraiment tenir ça, parce que je pense que le film existe par ce concept. Et si on avait changé le concept en cours de route, je pense qu'on se serait perdu, on aurait fait quelque chose qui était entre les deux et qui n'aurait pas eu, j'espère, l'intensité qu'on a aujourd'hui. Il y a des moments où vous vous êtes dit en cours de tournage, là, je ne sais pas dans quoi on s'engage, là, c'est peut-être une bonne idée sur le papier, mais difficile à tenir en direct. Tous les jours. Tous les jours jusqu'à ce qu'on présente le film la première fois à un public. Et là, la réponse est en général évidente, où ça marche pas du tout. Mais c'est vrai qu'à chaque instant, on se dit, mais pourquoi ne pas faire quelque chose de plus classique? Pourquoi ne pas... et en même temps, voilà, sinon, l'originalité sur un film qui est déjà un classique, elle était nécessaire, sinon à quoi bon le refaire? Toutes les parties du scénario où vous développez des zones d'ombre de l'original, notamment le fétichisme lié au mannequin, où là on comprend que c'est partie intégrante de sa vie, puisque c'est un artiste, tout ça, etc. Et ça aussi, ça vous a permis de développer à la fois d'autres zones d'ombre, c'est-à-dire de combler celles de l'original et dans le même temps d'en développer d'autres. C'était une volonté aussi dès le départ d'éviter de dupliquer en fait les morceaux de bravoure de l'original. C'était en fait la première version du scénario allait là où l'original allait aussi. On refaisait ces scènes-là. Et il se trouve que moi j'ai déjà quelque part fait mon remake de Maniac à travers Haute Tension, où il y a vraiment beaucoup de scènes qui sont très proches, y compris une scène dans les toilettes d'une station-service qui est plan pour plan exactement la scène des toilettes de New York, du métro de New York de l'original. Donc j'avais pas envie de refaire ces moments de bravoure nécessairement. Et surtout, à l'écriture, on a fait le même travail qu'on avait fait sur La Colline des Yeux, c'est-à-dire de reprendre des personnages, reprendre une histoire et de creuser. De développer un petit peu le pourquoi il y a des mannequins dans son appartement, et finalement, en développant ce fétichisme, le fait qu'il a grandi dans cette boutique, cet atelier de mannequins, on en arrive à développer évidemment sa mère, on en arrive à développer d'autres traits, son angoisse de se transformer lui-même en mannequin, et tout ça évidemment enrichit le personnage. Donc c'est vraiment un travail qui est dans l'écriture, qui part de l'essence de l'original pour arriver à un film qui est différent, mais qui permet d'arriver, et c'est exactement ce qu'on avait fait sur La Colline des Yeux, de la même manière en respectant l'histoire de base, mais en l'amenant, j'espère, à un endroit un peu plus riche, un peu plus développé, un peu plus intéressant. Bonsoir. J'aurais aimé en fait savoir, quand on fait un film comme celui-là, quel type de sentiment on peut nourrir vis-à-vis du personnage. Est-ce que c'est qu'on est plutôt dans des sentiments ambivalents, ou est-ce qu'on est plutôt, est-ce qu'on considère plutôt le personnage comme un ami, ou... C'est d'abord une très bonne question, parce que c'est vrai que jusqu'à maintenant, moi, dans tous les films que j'avais abordés, on était généralement positionné du côté des victimes, en essayant de créer un dégoût, un rejet de la violence, du graphisme. Ici, évidemment, c'est un petit peu l'opposé, dans le sens où on est d'emblée avec lui. Mais finalement, en réfléchissant à ce qui m'avait vraiment marqué dans le film de William Lustig, c'était évidemment cette empathie, malgré moi. C'était ce côté, ce type est un monstre, il est dégueulasse, il tue d'une manière horrible ces filles qui scalpent et qui gardent, mais finalement, l'empathie, elle venait d'un sentiment universel
que je pense on a tous, qui est la peur d'être abandonné, la peur d'être seul, la peur de ne pas être aimé et le désir d'être aimé et des fois la colère de ne pas l'être. Donc je pense que ce sentiment-là, on l'a tous, donc on le comprend. Et finalement, de voir ce personnage qui le vit à l'extrême, d'une manière extrêmement violente, ça devient quelque chose de très, comment dire, de très universel, de très, on dépasse un petit peu le fait que ce soit un monstre pour finalement réfléchir à une sorte de presque une fable sur notre propre vie. Nora, t'as jamais été intimidée par le personnage Elijah Wood sur le set, parce qu'il a un regard qui est totalement incroyable, et je suppose que son rôle étant vraiment basé sur ce type d'intensité de jeu, est-ce qu'il y a des moments où toi justement en tant que comédienne, tu as réussi à palper cette inquiétude quoi? Tous les jours, je veux dire, travailler avec un acteur aussi il est vraiment extraordinaire. Et même, j'ai pas eu besoin de l'avoir dans les yeux pour ressentir ses émotions, pour ressentir sa force. Et donc voilà, travailler avec un acteur comme ça te fait progresser. Et voilà. Ce qui est effrayant, c'est à quel point il peut être terrifiant en étant la personne la plus gentille au monde. Oui. Et puis j'ai trouvé ça génial quand Alex m'a dit voilà, ça va être Elijah Wood qui va jouer le tueur. J'ai trouvé ça génial parce qu'on s'y attend pas du tout. Il fait mi-ange, mi-démon. Voilà, c'est entre les deux. C'est mi-ange, mi-démon. Je suppose vu dans Sin City aussi où il jouait un rôle justement particulièrement. C'était une silhouette. C'est vrai qu'il avait déjà joué ce côté tueur, mais encore plus efficace, on va dire, dans Sin City, mais là c'était vraiment c'était plus une silhouette qu'un personnage. C'est quelqu'un qui est, malgré sa grande gentillesse, c'est un énorme fan de cinéma d'horreur et qui connaît tout le cinéma d'horreur par cœur. Donc à mon avis, on va le revoir très vite dans d'autres rôles comme ça. Il s'est un petit peu libéré maintenant. Je pense qu'il va faire des choses qui lui font plaisir et le genre est vraiment ce qu'il aime. Et par rapport justement aux effets spéciaux, les effets spéciaux de l'original étaient signés Tom Savini, qu'on ne présente plus. Il y avait notamment une magnifique explosion de tête, peut-être l'une des plus belles de l'histoire du cinéma. Je ne sais pas si je peux dire ça, mais voilà. Et là, c'était quoi en fait les consignes par rapport à KNB? Parce que j'ai l'impression qu'ils se sont vraiment amusés. J'ai rarement vu un film aussi brutal et avec des effets spéciaux aussi convaincants, parce que c'est vraiment dégueulasse. Il y avait un défi, évidemment, quand j'ai appelé Greg Nicotero, qui est le fondateur et le propriétaire de KNB, qui est une boîte de maquillage et d'effets spéciaux à Los Angeles, avec qui j'ai travaillé sur La Colline des Yeux, Mirrors et Piranha. Et je lui ai dit, voilà, on va refaire Maniac. Il a une réaction extrêmement forte, parce qu'évidemment, il a commencé avec Savini, en travaillant pour Savini. Sur le jour des morts vivants. Et évidemment, il y avait un défi, il savait qu'il ne pouvait pas se rater là-dessus, parce qu'on avait les attentes au tournant, et moi je savais évidemment qu'ils allaient se dépasser, parce que évidemment le défi était à la hauteur de leur talent, parce qu'il fallait vraiment réussir aujourd'hui à faire des effets qui ont marqué. Alors je ne sais pas si on a réussi à faire des choses, mais évidemment le réalisme pour moi était la clé, et c'est vrai que c'est un mélange assez subtil d'effets réels, de maquillage et d'effets spéciaux numériques pour aider ces effets justement pour les rendre encore plus visibles. Parce que tout est, je pense, aujourd'hui dans la visibilité de l'effet, c'est-à-dire que si on voit l'effet, on n'y croit plus. Et le fait de ne pas le sentir rend la chose vraiment dérangeante parce que réelle. Plutôt en plus, à la base un amateur de tout ce qui est prosthétique, tout ça, etc. On a vu ça dans Mirrors, dans Piranha 3D ou j'ai toujours aimé le côté un petit peu mélange des deux, où finalement on se sert des effets numériques pour améliorer les effets maquillage réels. J'aime pas le tout numérique, j'aime pas le tout maquillage. Je trouve qu'il y a toujours un juste milieu, justement, en utilisant toutes les techniques pour arriver à un résultat qui est le plus invisible possible, le plus transparent, le plus réaliste. On ne voit jamais un mauvais maquillage te sort d'un film immédiatement. Est-ce que tout est dans le montage qu'on peut voir actuellement ça? Parce que toutes les scènes justement violentes qui ont été tournées, le maquillage de KNB, tout a été conservé, ou il y a des moments où vous vous êtes dit ça aurait peut-être pas passé, ou peut-être que là ça se calme un peu trop fort, je sais pas. Je me souviens plus. Baxter, tu te souviens? Je sais pas, il était parti. En plus il est dans la salle là. Oui, je crois que le monteur du film est dans la salle, mais il se cache. Bon, bref. Je crois
crois qu'on a tout utilisé. J'ai l'impression qu'il y a peut-être un élément qu'on n'a pas utilisé, mais je me souviens plus lequel. Je pense qu'on a quasiment tout utilisé. Bonsoir, moi je suis Mohamed, fan inconditionnel de Alex et Greg. Moi j'avais une question, je voulais savoir comment s'est passée la rencontre avec Thomas Longman et pourquoi avoir décidé de travailler avec lui, parce que c'est pas du tout son genre, pas le genre de la maison. C'est justement, c'est méconnu, mais Thomas est un grand fan de genre, un énorme fan de Maniac, et il est vraiment à l'initiative du projet, je ne le suis pas. C'est-à-dire vraiment, ça a commencé par des discussions ensemble, justement, sur les films qu'on aimait, et lui me parlait de Maniac et de son souvenir de Maniac qu'il a découvert en salle et qu'il a traumatisé, et c'est lui qui est venu vraiment avec cette idée, qui a fait venir William Lustig à Paris, avec qui on a discuté pendant longtemps avant de se décider de se lancer dans cette aventure. Donc vraiment, c'est à lui que je dois ce film, parce que c'est vraiment lui qui l'a mis sur les rails. Et j'espère que ce film sera juste le premier d'une longue série de productions de genre pour lui, parce qu'il aime vraiment ça, et je pense qu'il est doué pour ce type de film. Pourquoi ce n'est pas vous qui avez réalisé, justement? Alors, je ne l'ai pas réalisé parce que... en fait, c'est... ça a commencé... comment dire, j'étais en train de finir Piranha quand le projet s'est mis en place, et très vite, il a été question que mon collaborateur Greg Levasseur le réalise. Donc c'est devenu une évidence immédiate. Et puis finalement, le tournage a été un petit peu déplacé, Greg avait des raisons familiales, il ne pouvait plus faire le film, et donc le film est passé dans les mains de Frank Calfoun. Mais c'est... comment dire, mon investissement personnel a toujours été le même. Je voulais accompagner ce film au-delà de l'écriture, je voulais être là sur le plateau, être là en préparation, être là jusqu'à la fabrication, jusqu'à la fin de la fabrication du film, mais vraiment en tant que producteur, pas en tant que réalisateur. J'avais aussi le sentiment en tant que réalisateur que j'avais déjà, exploré un peu les terres de Maniac avec Haute Tension, et j'avais pas envie de nécessairement refaire quelque chose de trop similaire. J'avais vraiment envie de trouver un réalisateur qui allait amener quelque chose de nouveau, et je pense que si je l'avais fait moi, j'aurais peut-être été tenté de tomber dans des vieilles formules. Désormais, c'est toujours orienté par la production ou... Non, c'est deux choses différentes. Non, la réalisation avant tout, c'est le plus important. Je viens de finir un film que je viens de réaliser il y a une semaine. Mais c'est vrai que la production, comme ça, entre deux films, quand on écrit, c'est formidable. Ça permet évidemment ça reste quelque chose où on peut participer à un film sans en être complètement l'otage. Et Cobra, du coup, pour répondre à la question? Cobra, toujours. Voilà, tous les jours, ça avance. C'est un gros projet, très ambitieux, qui coûte très très cher. Et donc voilà, ça prend du temps. Il faut trouver les acteurs, il faut trouver le financement, mais ça va. J'espère que ce sera le prochain. Et en termes de scénario, tu peux te baser Sur Cobra? Sur Cobra, on se base sur pas mal d'histoires qu'on a combinées ensemble. Merci, je suis désolé de devoir couper court, on aurait parlé encore des heures. Merci à toutes et à tous. Merci Alexandre, merci Laura, merci Laura. Why are you scared? Why? They will never understand. As long as you keep a secret. But if you can't, you'll be alone. You hear that? A lot of you. Alone.
en vue subjective avec le maniaque derrière l'écran.